Qui veut la parole? Donc j'ai une inscrite, faites signe qu'on fasse un premier tour. Oui, pour aller un peu plus loin dans ce qui a été dit jusqu'à présent, pour la plupart des gens, ce qui se passe au niveau de l'Europe et le traité, ça ne les concerne pas parce que pour eux c'est loin. Alors je voudrais qu'on mette le doigt sur quelque chose de précis. Quelles sont les répercussions, quelles seraient les répercussions de l'application du traité, du TCE, au niveau de la commune. Parce qu'il faut savoir que tout budget sera soumis donc à l'approbation de la Commission, et j'imagine que les budgets votés par la commune seront automatiquement sujets à vérification par les instances supérieures. Est-ce que c'est vrai ou pas? On fait le tour d'abord. On a beaucoup parlé de la Révolution française aujourd'hui, mais qu'en est-il des autres peuples de l'Europe? On parle de la souveraineté populaire, il y a une histoire différente selon tous les peuples d'Europe. Comment sont-ils prêts à intégrer une autre vision de la souveraineté populaire en Europe? C'est un don, hein. Oui, Eric a rappelé que l'Espagne avait un taux de chômage comparable à celui des années 30, enfin de la crise des années 30. Il n'est pas le seul à dire que nous sommes dans les années 30, et pour une fois, je souscris à ce que dit Jacques Attali, pas sur tout, mais au moins sur ce point, nous sommes dans les années 30. Il faut arriver à 1945 en évitant ce qui s'est passé entre les deux. Mais on sait que dans les années 30, ce qui a été le moteur idéologique de la droite, ça a été quand même le racisme et la xénophobie. Et je crois que hier, comme je le pense après les propos de Mme Le Pen hier, on est passé du foulard à la kippa, alors que dans les années 30, c'était l'inverse. Mais je crois qu'hier, un pas a été franchi en direction du racisme et de la xénophobie, qui se manifestent toujours au moment des crises économiques. C'est bon? Alors moi, deux choses, une question d'abord et une remarque ensuite. Une question, il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris, moi, c'est l'histoire des 12 pays, voilà, la signature des 12 pays. Alors je voulais savoir si, quand c'était signé par 12 pays, ça s'appliquait aux 12 pays ou si ça s'appliquait à l'ensemble des pays européens. Voilà, ça c'est une première question, donc c'est la question. Et la remarque, ça concerne Montebourg. J'ai regardé Montebourg hier soir sur Mediapart et il faisait une distinction entre signer le traité et l'action politique. Il disait on peut signer le traité, c'est un document, voilà, on le signe, et puis après il y a la politique. Alors ça m'a paru assez subtil comme démarche, d'autant plus que c'est pas accompagné de rupture. Hein. Donc c'est toujours dans la continuité, mais on signe des papiers et on fait de la politique à côté. Voilà. Oui, alors, trois questions qui ont apparemment rien à voir, mais au niveau de la République, il y a un flou qu'il faut lever, parce qu'il y a des républicains aux États-Unis. On appelle ça des républicains. Au niveau de la République, il y a effectivement des républicains de droite, etc. Donc, j'aimerais que l'on puisse réfléchir à la façon dont s'est approprié dans l'histoire de France, mais aussi plus largement, le mot de républicain. Et le terme de républicain et le paradigme de républicain. Ce qui fait que ça crée un certain flou à des moments dans la perception de la République que peuvent avoir les citoyens du monde. Première question. Deuxième question, hormis le fait que les sociodémocrates se calment maintenant, on le voit à peu près tous sur la même ligne, c'est la question du Front National et de la concurrence, du combat qui se mène par rapport à la droite nationaliste et identitaire. Comment faire insurrection du peuple? Est-ce que dans le débat parlementaire, il nous faut aller poser nos guêtres, nos tentes, nos abris à l'Assemblée nationale pour montrer que le peuple ne se laissera pas faire, et pas seulement par des déclarations, des manifestations comme celle du 30 qui vont porter, etc. Mais j'aimerais qu'on s'interroge sur la façon dont on mène une insurrection populaire.
troisième, ça fait trop. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, on va... Pareil, hein, je regrette que le camarade socialiste ne soit pas resté parce que je ne vois pas trop la différence entre... Enfin, je ne sais pas s'il y a une gauche molle ou une gauche... ou une autre gauche. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une gauche qui refuse le libéralisme, en clair. Parce que ce qui se passe avec ce traité, c'est quand même que non seulement c'est encore les règles de Sarko, Merkel, etc., mais aussi c'est une façon de pérenniser leur système. C'est-à-dire qu'ils essayent de se redonner encore un souffle. Sur l'autre dos, évidemment. Hein. Moi, la première chose, c'est pour ça, il n'est pas là, c'est dommage, je lui aurais posé la question, pourquoi vous n'avez pas été déjà tapé à la porte des banques et des établissements financiers, parce que ça a été dit longuement pendant la campagne, et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. Alors, pour la petite anecdote, l'année dernière, les traders ont battu un record de commission. En clair, sur la spéculation, l'année dernière, les traders français ont fait un record de commission. Donc ça a l'air de rien, mais c'est simplement on se fout de notre gueule. Donc en clair, là aussi, il faut remettre la question. Je réponds dans le désordre parce qu'il y avait d'autres choses. Il y a la pérennisation de l'esprit libéral, mais il y a aussi, nous, à gauche, il y a une autre gauche. Il y a cette gauche qui, elle, refuse ça, qui justement parle de l'insurrection. Alors moi je ne sais pas ce que font les autres peuples. C'est vrai qu'il y a des notions républicaines à droite et à gauche. N'empêche qu'en France, il y a une vieille tradition républicaine, notamment la Première République, qui s'appuie sur le peuple souverain, sur l'égalité, parce qu'on en parle de moins en moins, mais il y avait cette idée-là derrière, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de traitement. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cela, quoi. Et donc ça pose question. Juste pour qu'on ait le temps un peu de après donner la parole, juste, alors moi je voudrais apporter ma contribution uniquement sur la question posée par Pierre tout à l'heure concernant les finances publiques. Hein. Ce qui est prévu dans l'ensemble du traité, pas que dans le traité, c'est même prévu dans ce qu'on appelle le semestre européen qui est actuellement à l'œuvre, c'est ce que vous a expliqué rapidement tout à l'heure Eric, c'est qu'actuellement on a un contrôle préalable, c'est-à-dire que dans les 6 mois qui précèdent l'élaboration du budget 2013, donc dans les 6 premiers mois de 2012, l'engagement du processus budgétaire n'est faisable que si on est en accord avec la Commission, qui pendant un semestre dit dans quel cadre doit se situer le budget futur. Et ensuite, vous faites votre budget. Maintenant, avec le traité, il y a autre chose. C'est que non seulement il y aura le semestre européen, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas commencer à élaborer son budget tant qu'on n'aura pas le feu vert de la Commission sur un cadre précis, mais ensuite, quand on l'aura fait, il ne sera applicable que s'il est conforme aux prévisions. Donc, il n'y a plus aucune souveraineté, et je ne sais plus quel est, je crois que c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définit la souveraineté politique comme étant celle qui permet de lever l'impôt, et de lever l'impôt en fonction des facultés de chacun, hein, voilà, et deuxièmement, qui fait que le peuple décide de l'usage de ces impôts. D'accord ? Donc, on est dans le cœur même de ce qui peut constituer une communauté politique républicaine où le peuple est censé avoir le dernier mot. Donc là, on lui enlève toute possibilité. Alors, pour aller plus précisément maintenant, en deuxième temps, sur la question de Pierre, quand on parle des finances publiques dans le traité, on ne parle pas que du budget de l'État central. On parle de la totalité des finances publiques. C'est-à-dire les finances publiques de l'État central. Le budget de l'État, en France, il est important. Dans des pays qui sont à structure fédérale, il est moins important. Voilà, les écoles dépendent des Landes en Allemagne. En France, elles dépendent de l'État. Donc, ceci dit, l'État central. Deuxièmement, les finances publiques sociales. C'est parce qu'il y a des pays où il y a des sécurités sociales gérées de manière autonome comme la France. Il y a des pays où il y a des sécurités sociales étatiques comme au Danemark. Donc, toutes les dépenses sociales seront soumises également à cette règle des 0,5%. Et enfin, les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, de la région jusqu'à la commune, seront soumises à cette règle à travers la dotation que l'État fait, car il faut savoir que souvent les administrés dans une commune croient que c'est leurs impôts qui financent la commune. Leurs impôts sur la commune ne financent qu'une toute petite partie des dépenses de la commune. Les dépenses de la commune sont surtout financées par l'impôt national à travers la dotation que donne l'État à cette commune.
Et cette dotation, ça a d'ailleurs été annoncé dans le plan d'économie de François Hollande, sera gelée, c'est-à-dire qu'elle n'augmentera même pas avec les prix, et donc elle a déjà été gelée en 2011, elle est gelée en 2012, et maintenant elle sera gelée en 2013. Ça signifie que la dépense réelle va diminuer, puisque les prix vont continuer à augmenter. Donc, on voit bien que les finances de toutes les institutions publiques vont être soumises à cette règle de l'austérité. Ça pose un problème majeur en France, car en France, il y a quelque chose qui est dans la Constitution, c'est la libre administration des communes. Hein, c'est-à-dire que c'est un héritage de la Révolution française, d'ailleurs, puisqu'il a été remis en cause par Napoléon, par le royaume, etc., et que pour obtenir la libre administration des communes, même la Troisième République a mis du temps. Hein, voilà. Et que donc, on est revenu à cette libre administration des communes. Ça signifie que c'est la commune qui décide de la façon dont elle utilise son budget et la façon dont elle l'utilise, en votant et en élisant ses conseillers municipaux et sa majorité municipale. Et donc, aujourd'hui, on a non seulement une remise en cause de la souveraineté politique nationale, mais on a une remise en cause d'un des piliers de la République française, c'est-à-dire la libre administration communale, qui d'ailleurs a inspiré nombre d'insurrections dans l'histoire. Hein. En 1852, quand il y a eu le coup d'État de Napoléon, à Narbonne, à Béziers, les communes et même des petites communes, hein, se sont révoltées parce qu'on remettait en cause la libre administration de leur commune. C'était le début du mouvement de la commune qui aboutit à la Commune de Paris. Il y a quelque chose de commun dans cette histoire qui est tout à fait important. Donc on voit qu'on est face à un enjeu qui est considérable, qui par ses effets en chaîne défend finalement le tissu républicain sur lequel on s'appuie pour construire notre démocratie. Voilà ce que je voulais dire. À toi, Eric. Un premier tour de... Non, je vais bien réagir à 2-3 choses. Il y a beaucoup de questions, donc après on refait un deuxième tour. Pour compléter ce que vient de dire René, c'est que il y a dans le projet de l'Union... Grossièrement, le projet de l'Union européenne, en tout cas depuis Maastricht, et je le dis sans aucun ostracisme par rapport au peuple allemand, mais enfin, c'est quand même la politique des conservateurs allemands. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'euro, ça devient la même politique que le mark et une monnaie forte. Bon. Mais derrière ça, il y a d'autres projets. C'est que, par exemple, l'Europe est fédérale, l'Allemagne est fédérale, par exemple. Et le projet aujourd'hui de construction de l'Union européenne, c'est plus une Europe des régions qu'une Europe des peuples. Bon. Alors, derrière ça, on pourrait se dire, pourquoi pas, ça, après tout, même si c'est contraire à la façon dont la République une est indivisible. Sauf que, derrière ça, il y a un projet, c'est que, en réalité, c'est de contourner tous les cadres collectifs suffisamment puissants pour permettre une autre alternative. Vous remarquerez la façon dont s'expriment les régions quand elles reprennent d'ailleurs à leur compte déjà. Moi, je suis conseiller général en Île-de-France. Huchon est à fond sur une ligne très comme ça régionaliste et autres. Donc, elles reprennent le discours, c'est à chaque fois en parlant de concertation avec d'autres régions d'Europe qu'elles choisissent d'ailleurs en fonction de la puissance qu'elles estiment être, mais qui sont uniquement sur des partenariats économiques très souvent. C'est-à-dire que leur réflexion est économique, de concurrence entre les régions, comment ça va s'exercer, et donc on a une autre construction qui est tout à fait quand même contraire à celle héritée de la Révolution française qui se met en jeu, et qui d'ailleurs est en train de remettre en question les départements. Bon, avec pour le coup aussi un éloignement de plus en plus important entre le peuple et les gens qu'ils élisent. C'est quand même assez fou. L'histoire, par exemple, des communautés d'agglomération où on veut progressivement faire en sorte qu'en gros le modèle c'est communauté d'agglomération, région, Europe. Hein, c'est à peu près ça ce qu'on nous vend. Les communautés d'agglomération, leur principe quand même, c'est que les gens ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Bon, voilà, ils ne sont pas élus directement. Enfin, j'entends. Donc il y a quand même là aussi une opacité de plus en plus importante finalement, et on revient sur la question de la souveraineté populaire entre le contrôle du peuple et puis les gens qui parlent en son nom. Bon. Ça, c'était juste une aparté. Alors, il y a eu plusieurs questions. Il y en a une sur la question des souverainetés populaires et des différentes souverainetés populaires. Je n'ai pas très bien compris la question, mais si l'idée, c'est de se demander sur quoi est fondée la souveraineté populaire. C'est vrai qu'il y a une bataille, et moi, je trouve que la gauche l'a trop laissé tomber pendant des années. Bon. Il y a une vraie bataille sur savoir comment est définie la citoyenneté. Une vraie bataille, mais qui est une bataille historique. En France, elle est au moment de la Révolution française, vous avez eu après, vous avez les écrits de l'abbé Sieyès, vous avez la Première République, vous avez après Ernest Renan, et puis vous avez de l'autre côté Barrès. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vision verticale ou horizontale de la citoyenneté? Ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'on estime, j'essaie de le dire rapidement tout à l'heure, que la citoyenneté, c'est un héritage, le pire étant évidemment le droit du sang,
Mais le droit du sol est aussi quelque part un héritage, même s'il est mieux que le droit du sang. Hein. On devrait déjà se battre au moins pour le retour au droit du sol intégral. Ou est-ce qu'il est horizontal? Autrement dit, est-ce que ce qui définit le fait d'être un citoyen, c'est le fait d'être dans une même communauté politique, une même conviction par rapport à la République? C'est une bataille absolument centrale. Bon, et on l'a malheureusement trop laissé tomber à gauche. Moi, je suis très étonné qu'au moment des lois Pasqua, qui étaient les lois qui ont ébréché en 93 de manière frontale la définition de la citoyenneté à la française, avec notamment celle qui était permise par le Conseil national de la résistance, les lois de 46 et autres, bah, la gauche a été, entre guillemets, assez silencieuse là-dessus. Assez silencieuse sur le danger, sur le fait de remettre en question le droit du sol intégral. Et la remise en question du droit du sol intégral, elle a des conséquences directes. Quand un môme est sans papier à l'école alors qu'il est né sur le sol français et qu'on menace de le virer du jour au lendemain parce que désormais il faut attendre la majorité pour pouvoir être sûr d'être français, bah, si vous avez le droit du sol intégral, le môme il est français. Et on ne va pas le virer avec ses parents de la même... Donc on voit bien que ça a des applications concrètes. On devrait... Donc moi je pense que c'est une question fondamentale, mais qui en réalité renvoie à autre chose. C'est que la gauche, c'est mes convictions chevènementistes et qui parlent un peu, mais c'est que la gauche s'est trop désintéressée de quelque chose qui est encore réellement existant, qu'il ne faut pas fétichiser. Hein. Moi, je ne suis pas pour fétichiser la nation, mais aujourd'hui, c'est encore le cadre premier de la démocratie, pour de parler à nos concitoyens. C'est encore le cadre premier dans lequel ils votent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire l'Union européenne, bien au contraire, mais ne contournons pas cette question, parce que sinon, pourquoi? C'est qu'on ouvre le chemin aux nationalistes, qui, eux, donnent leur définition de la nation. Voilà, Marine Le Pen donne sa définition de la nation. Et M. Sarkozy l'a largement aidé à donner sa définition de la nation, y compris en faisant en sorte de reprenant un certain nombre de discours de l'extrême droite. Donc il y a une vraie bataille là-dessus, moi je crois qu'elle est importante, et qui pour le coup, doit être portée. C'est une vraie bataille, toujours centrale, qui à mon avis parcourt le débat à gauche. La deuxième chose sur la question de l'insurrection populaire. En gros, comment on prend le pouvoir, quoi. C'est un peu ça que tu voulais dire, Alain. Hein, bon. Moi je crois beaucoup à je crois beaucoup à la révolution citoyenne. Voilà, je trouve que c'est un beau terme. La révolution citoyenne, vous savez d'où ça vient. Hein, c'est Correa, hein, en Équateur. Quand il fait un référendum sur la Constitution, un référendum qu'il va gagner. Au moment où il gagne le référendum, il explique que ça a été une victoire sur le libéralisme et que la révolution citoyenne, il donne pour naissance le nom de révolution citoyenne à la victoire sur ce référendum. Ça veut dire quoi? Ce que sont en train de nous montrer, contrairement à ce que nous disent les uns et les autres au Venezuela, en Équateur, c'est qu'on peut transformer radicalement les choses en votant et revotant. Voilà. Et c'est une réponse essentielle. Pourquoi c'est une réponse essentielle? C'est que la gauche de transformation, on va dire la gauche révolutionnaire, elle a quand même malheureusement un passif du XXe siècle, qui est l'idée qu'à un moment donné, la meilleure manière de faire la révolution, c'est de contourner les démocraties représentatives et toute question finalement du droit de bon. Voilà. Alors, moi, je ne jette pas de pierre aux bolcheviks en 1921, 1917, qui avaient des sacrés problèmes à résoudre et qui eux, n'avaient pas l'expérience que nous avons depuis et que l'expérience qu'ils ont. Mais la dissolution de la Douma n'est peut-être pas la chose la plus intelligente à refaire, en tout cas si on avait à le faire aujourd'hui. Donc pour aller vite, pour moi, l'insurrection populaire, c'est une insurrection à la fois qui est dans les urnes et évidemment des mobilisations populaires. C'est les deux. C'est ce qui se passe au Venezuela, c'est ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine. Je pense que c'est ça la révolution citoyenne, en tout cas dans nos pays où on a la chance de voter. Ce qui ne veut pas dire qu'après on ne change pas de fond en comble la République et qu'on ne se bat pas pour la 6e République. Mais je pense que pour aller vite, il est difficile d'imaginer changer les choses sans avoir une majorité à un moment donné dans les urnes. Voilà. Je pense que le XXe siècle nous a, à mon avis, au moins légué cette histoire. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Je crois que la République... Oui, les 12 pays. Alors, j'avoue des fois que je ne sais pas tout. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris sur le traité, c'est qu'il faut que tous les pays de la zone euro le signent. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'été, il y avait 12 pays qui ne l'avaient pas encore signé, dont la France. Mais pour moi, tous les pays doivent le signer. Voilà. 17 pays. Voilà, c'est ça, d'accord. Bon. René va répondre là-dessus, parce qu'il vient plus. Mais je vais finir sur la République. Sur la question de la République. Pour moi, il n'y a pas... Comment dire? La République, elle n'est pas ahistorique. Hein, elle est liée à des... D'ailleurs, c'est pour ça qu'entre parenthèses, contrairement à ce que disait aussi notre ami député tout à l'heure, moi, qui avait l'air de dire, bon, finalement, c'est assez ancien, les choses... Moi, non. Je trouve que ce qui est dans la Première République, qui est à mon avis la meilleure constitution, enfin qui donne naissance à la meilleure constitution, celle de 1793, c'est encore sacrément actuel. Et je pense qu'on a même régressé par rapport à ça, sur plein de questions. Mais au-delà de ça, la République, c'est pas historique, ça dépend du rapport entre les classes sociales. Bon. Notre République à nous,
Je crois que c'est donner la souveraineté au peuple partout. Partout. Ça veut dire quoi? C'est que lui donner réellement la souveraineté au niveau politique. Ce qui nous pousse à la 6ème République. Parce que la monarchie républicaine que nous vivons, elle n'est pas satisfaisante. Mais pour aller plus loin, moi je pense qu'il faudrait un système où un jour tout le monde est élu à un moment donné dans sa vie. Voilà, je pense que je suis moi personnellement opposé, même si à certains moments on y est un peu contraint, parce que moi je travaille dans le privé, je peux vous assurer que là depuis que je passe un peu de temps en temps à la télé, bonjour pour faire de la politique avec un certain statut et continuer à bosser. Hein. Enfin je pense que beaucoup d'entre vous en font l'expérience de toute façon. Mais je pense qu'il faudrait qu'un jour on soit, qu'il y ait des mandats, un strict respect du non-cumul des mandats, du nombre de mandats répétitifs, et que tout le monde un jour soit appelé à exercer un mandat. C'est pas dans l'absolu. En tout cas, moi je pense plus, je suis plus pour un système comme ça que pour la démocratie participative qui est souvent un peu à gadget utilisée par des élus pour avoir un comité de quartier et l'écouter plus ou moins. Donc moi je pense plus à ça. Donc il faut revoir la République de fond en comble. Mais surtout, il y a une chose sur laquelle nous ne construirons pas la République que nous voulons, pour aller vite jauressienne, c'est-à-dire la République sociale, c'est tant que la citoyenneté s'arrête aux portes des entreprises. Donc ça, en réalité, la République que nous voulons, celle que nous poussons, eh bien, elle pose la question de l'appropriation sociale du capital. Elle pose le fait que à qui appartiennent les entreprises, bien évidemment. Bon, et la question du bien commun, je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que la République, elle n'est pas achevée. Voilà, donc on a quelque part un travail, c'est de renouer, parce que déjà la pauvre est aujourd'hui sur la question de la souveraineté populaire est bien malade, mais c'est aussi de la pousser, et de la pousser, c'est de faire en sorte que dans les entreprises, on soit toujours des citoyens, quoi. De vous redonner la parole, juste pour préciser que sur les 27 pays de l'Union européenne, il y en a 25 qui ont signé, je ne vais pas dire ratifié, qui ont signé le traité, puisque le traité a une clause qui s'applique aux gens de la zone euro et les clauses qui s'appliquent à ceux qui n'appartiennent pas à la zone euro. Les deux qui n'ont pas signé, c'est la République tchèque et la Grande-Bretagne, d'accord, et qui négocient un titre dérogatoire. Maintenant, il y a le processus de ratification de ce traité jusqu'au 31 décembre de cette année, qui, pour le moment, n'a rencontré aucun échec. À ce moment, on n'a rencontré aucun échec. C'est-à-dire que les représentations politiques l'ont ratifié. Voilà, droite-gauche confondue, avec simplement une gauche radicale et l'extrême droite parfois qui s'y oppose. Je signale qu'il est aussi ratifié, par exemple, par un pays qui est dirigé par une droite très à droite, hein, c'est le cas de la Hongrie. Donc à certains moments, voilà, il rentre dans ce système. C'était juste un élément de fait, et donc il est petit à petit, il s'appliquera à tous ces pays, puisqu'il faut distinguer signature, qui a eu lieu au mois de février, et ratification. Et contrairement à ce que nous a dit Hollande, il n'y a aucune modification du traité qui a été fait. Le traité qui a été soumis avant que Hollande arrive, ils ne vont pas le resoumettre au même, donc il n'a pas été changé. À cet argument, il n'a pas su répondre. D'accord ? Donc la seule chose qu'il prétend avoir dit, c'est ce qu'il appelle le paquet européen, alors qu'il n'y a pas de paquet européen, il y a un traité, c'est ce qu'il appelle le pacte budgétaire, qui n'est rien d'autre que la mise en commun sur un document de toutes les mesures budgétaires qui sont très minimes, puisqu'elles atteignent finalement un pourcentage extrêmement limité du PIB, qui avait déjà été préparé par Sarkozy, et du temps de Sarkozy. Et donc ce qui est rajouté, c'est vraiment marginal. Donc voilà, il n'y a pas de renégociation du traité, nous sommes en train de faire ratifier en France le même traité qui existe depuis le mois de février. Donc il faut discuter précisément de ce traité, il n'y a pas de lézard là-dessus. Qui a demandé la parole ? Ok, voilà, il y a Alain qui l'avait depuis un bon moment là-bas. Monsieur Revol, vous avez de l'ombre ici. Moi, je suis le socialiste de service, j'espère que vous ne me lâcherez pas, parce que c'est pas tant une question qu'un commentaire. Le problème que a le PS vis-à-vis de l'Europe, c'est un problème de représentativité. Vous venez d'en parler en disant que tout le monde devrait tour à tour être un représentant. Dans les catégories populaires, l'Europe, ça passe plus, parce que les gens sont face à face, sont soumis à, disons, à une austérité due à une désindustrialisation. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans l'actualité. Donc ces gens-là se détachent de l'Europe, et c'est quand même aussi un électorat du Parti socialiste. C'est pas négligeable. La dernière fois, quand même, un certain nombre de salariés ont voté socialiste. Peut-être heureusement ou malheureusement, selon le côté où on est. Après, il y a la catégorie bourgeoise, qui, elle, a toujours une vision mythique de l'Europe. D'autant plus, parce que l'Europe, c'est quelque chose, c'est un rêve. Et c'est d'ailleurs la difficulté qu'on a toujours eu à attaquer l'Europe. On ne casse pas un rêve aux gens. Quand vous leur cassez leur rêve, ils ne sont pas contents.
Et donc pour eux, ce que j'appellerais les bobos, si vous... en gros, l'Europe reste toujours quelque chose de valable parce qu'ils ne sont pas touchés. Donc, bien sûr, moi aussi, hein, je perds un peu de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas dramatique, on va survivre. Voilà. Alors j'en arrive aux représentants. Les représentants du Parti socialiste, socialement, ça représente la catégorie des bobos. En plus, il y a eu un renouvellement générationnel au Parti socialiste, il y a eu un départ de députés qui ont été élus et qui ont laissé leur place à leurs suppléants, qui sont en général plus jeunes, et ces gens-là, ils ne vont pas oser s'opposer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'électorat socialiste est sûrement beaucoup plus dubitatif envers l'Europe que sont ses représentants. La démocratie participative, elle est basée sur... la démocratie représentative, pardon, elle est basée sur la notion de représentant. Alors, il y a une notion en mathématiques qui s'appelle la théorie de la représentation, où vous représentez à 100%, avec n'importe quel outil mathématique, ce que vous voulez représenter. Mais ça, c'est en maths, c'est pas dans la vie classique. D'accord? Donc, on a des représentants. Alors, on peut donner un exemple. 2005, 80% des députés socialistes votent pour la Constitution. Quand on passe au PS, il n'y en a plus que 55%. Et quand on passe dans le peuple et qu'on regarde les électeurs de gauche du Parti socialiste qui votent la Constitution, on est à peine à 45%, même moins. Donc il y a vraiment un problème de représentativité, c'est pour ça qu'il est peut-être intéressant d'aller au référendum. Et ce problème de représentativité qui existait en 2005 perdure en 2012. C'est ça le vrai problème. Alors sachez qu'aussi au PS, il y a des gens qui s'y opposent. On nous met beaucoup de bâtons dans les roues, c'est un euphémisme. Et puis, le problème du PS, c'est que quand il est en dehors du gouvernement et qu'il fait des motions, ben tout le monde est plus à gauche, plus à gauche que moi. Tout le monde fait des motions de gauche, ce qui fait que les motions de gauche sont obligées d'aller souvent à des escalades verbales, etc. Et puis, quand le PS arrive au gouvernement, moi je l'ai vécu en 81, c'est l'unanimisme de façade. On ne vote plus. On est tous dans la même motion. La preuve, c'est qu'entre 80 et 86, si je me souviens, j'étais au CRS, au Socialiste République, je ne sais plus, mais on n'a pas voté. Notre quota était, je crois, à l'époque, on était un peu surestimé. C'était bon, mais 18% pendant je ne sais pas combien d'années. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les catégories populaires sont mal représentées et elles sont beaucoup plus critiques envers l'Europe que les élites qui nous représentent le Parti socialiste. Si l'élu du Parti socialiste était là, je lui dirais, et j'espère qu'il aura la colonne vertébrale suffisante pour être capable de s'y opposer. Alors, très rapidement, pour revenir sur la notion justement que le fait que l'Europe, dans sa construction actuelle, dissout la souveraineté populaire, moi je trouve que ça s'appuie souvent sur des concepts qu'on utilise et la confusion est entretenue à souhait sur ça. Le premier concept, c'est celui de gouvernance. En fait, aujourd'hui, on dit désormais, pour prendre les décisions, il faut une bonne gouvernance. Moi, je définis la gouvernance comme le fait de gouverner sans les peuples. Parce qu'il y a des gens plus compétents que le peuple, a priori, pour les européistes, qui peuvent atteindre l'intérêt général. Parce que le peuple n'est pas capable, selon ces mêmes gens, d'atteindre l'intérêt général. Il n'est motivé que par des intérêts particuliers. Ce qui est totalement faux. Donc cette notion de gouvernance est très très dangereuse et on la retrouve aussi, dans ce cas abordé un petit peu René, avec l'intercommunalité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas de l'intercommunalité qu'il y a, c'est de la supracommunalité. En fait, effectivement, c'est pas des gens élus directement, qui ne rendent pas directement compte au peuple, qui dirigent. Et ce qu'a dit Eric est aussi juste quand il disait, ils veulent l'Europe des régions et pas l'Europe des peuples. Et effectivement, il y a deux notions aujourd'hui que les européistes voudraient voir assimiler pour la confusion la plus totale, c'est internationalisme et supranationalisme. Pour moi, c'est très important ça, parce qu'en fait, le supranationalisme, ça veut dire qu'en fait, il y aurait une autorité supérieure au peuple, et que c'est elle qui va gouverner, qui va diriger. Et ça s'appuie sur le fait que les européistes voudraient qu'en fait, on dise qu'eux, ils sont pour la paix, et que nous, nous sommes pas pour la paix, qu'on va mettre en concurrence. C'est vraiment un retournement de situation totalement complet. Les peuples, on va les attiser dans la haine réciproque. Et en fait, l'internationalisme, comme disait Jaurès, c'est en fait quand on s'appuie sur les patries, sur les nations, sur les peuples. Et effectivement, aujourd'hui, la construction européenne joue de cette ambiguïté-là. Et
le symbole de ça, de ce retournement de situation qu'il faut combattre absolument, c'est pour moi l'éditorial de Julie, le lendemain de la victoire du 29 mai 2005, où il avait traité les partisans du non quasiment de fascistes, prêts à mettre en branle toutes les haines des peuples les uns contre les autres. Et c'est vrai que je pense que cette conception à la fois du supranationalisme et de l'internationalisme, il faut bien la différencier. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Eric m'a fait extrêmement plaisir quand il a dit, a priori, tu me confirmes, mais généreux, mais pense qu'il faut que les États-nations aient la possibilité de création monétaire en situation de crise. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce débat-là, il y a 3-4 ans, c'était pas aussi net que ça. Et que la pente vers le fédéralisme, parfois, était encore réelle. Et moi, je pense, je suis aussi issu de la mouvance chemantiste, donc ça compte peut-être également. Et je pense qu'effectivement, le fédéralisme, c'est pas possible parce que l'intérêt général aujourd'hui, il se définit à l'échelle de la nation, ni des régions, ni peut-être encore de l'échelon européen. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais j'espère qu'un jour ça y sera, mais ça se construit. Voilà. Garde-le, mais il y a le carat qui l'accorde de faire. Non, une petite question simplement. Les partisans du traité disent que en cas de crise majeure, on peut faire des coupures, on peut ne pas appliquer le traité, etc. Je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. D'autre part, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit sur la démocratie d'entreprise. Pardon ? J'ai pas appelé ça démocratie d'entreprise. La démocratie en entreprise. J'ai appelé ça démocratie sociale. Non, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'interpréter la démocratie d'entreprise, parce que on le voit déjà, actuellement, tu as des coopératives ou des entreprises qui sont gérées par des salariés et qui s'intègrent très très bien dans le système capitaliste avec la concurrence, etc. Donc c'est pas forcément une notion qui en soi résout tous les problèmes. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais juste apporter quelques éclaircissements, si c'est possible, parce que j'ai quelques notions. Quant, par exemple, à l'interrogation sur les peuples européens, ce qu'ils pensent de la République, et ça pose la question d'ailleurs de la construction européenne. Alors, par exemple, pour l'Espagne, hein, tout simplement, et pour rebondir aussi sur le fascisme et la xénophobie, dans les années 30, en Espagne, on a vu monter le fascisme. Le fascisme n'est pas monté simplement sur le rejet de l'autre et la xénophobie, mais sur l'oligarchie économique. Et à l'intérieur même du camp de la droite, le meilleur ministre qu'ait jamais eu la République espagnole, c'est un ministre de droite, Jiménez, qui s'est fait conspuer par son camp, parce que celui-ci a dit « je veux pousser la réforme agraire jusqu'au bout », le partage des richesses. La réforme agraire, on devrait commencer par là. L'Espagne, on n'en a pas encore terminé, par exemple, avec la réforme agraire, loin de là. Il a dit, c'est écrit dans les Écritures, et alors là, tous ses camarades de la droite se sont levés, eh bien, si c'est écrit dans les Écritures, nous nous faisons schismatiques. Donc c'est dire que ça n'est pas simplement sur le rejet de l'autre, la xénophobie, le racisme, bien sûr, évidemment, mais également, et encore plus fortement, sur le projet économique des libéraux. Et de la sociale ou du social-libéralisme. Et donc c'est pas d'hier. Donc si un ministre de droite s'est fait autant conspuer. Et donc ça interroge sur la République européenne, c'est-à-dire la chose publique européenne. Et je pense que là, effectivement, historiquement, on a fait une erreur monumentale en ne pensant l'Europe que par un projet économique. Et malheureusement, on voit où ça nous amène aujourd'hui. Et d'ailleurs, le traité n'est finalement qu'un projet économique. Ce n'est en aucun cas un projet politique, encore moins un projet social. Il est écrit dans la Constitution de 1946, repris dans la Constitution de 1958, qu'on est une république sociale, laïque. Et ça devrait être... comment ? Et démocratique, c'est important. Et je pense que ce sont les trois termes qui devraient être repris au minimum pour imaginer le projet d'une construction européenne viable. Ensuite, quant aux mesures transitoires, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire on aurait pu imaginer un euro qui permette les échanges entre nations et une monnaie nationale.
C'est bizarre, ce projet-là n'a jamais eu d'écho. Pourtant, je pense que c'était viable, et c'est encore viable. C'est-à-dire on peut revenir à une monnaie nationale et conserver l'euro. Ça, c'est pas impossible. Ça existe à d'autres endroits, ça se fait très bien. Donc c'est pas impossible. Et surtout, ces mesures transitoires permettraient effectivement à des pays qui sont montrés comme des boucs émissaires aujourd'hui, peut-être de pouvoir se réinstaller durablement dans un système économique, social et démocratique viable. Parce que vous preniez l'Italie, que vous preniez le Portugal, que vous preniez l'Espagne, ces trois pays-là en particulier, si aujourd'hui ils sont, on dirait et la Grèce, si ces pays-là sont le plus en difficulté, c'est lié aussi à leur histoire. Ils sont sortis des dictatures le plus tard. On a laissé mourir ces dictatures en Europe. Hein. Croyez pas qu'il s'est passé une révolution énorme au Portugal, la révolution des œillets, c'est juste 4 colonels qui montent dans un tank. Enfin, 4 capitaines qui montent dans un tank pour aller effrayer des colonels qui sont à la retraite. Hein. Les colonels, ils avaient tous 70 ans passés. Hein. Donc, ils n'ont pas fait une révolution insurrectionnelle populaire au Portugal. Ça en a été fini parce qu'ils étaient arrivés à un âge canonique. Comme Franco est mort tranquillement dans son lit, comme les colonels de la Grèce sont tranquillement partis sur la pointe des pieds. On n'a jamais demandé des comptes à ces gens qui avaient spolié leur pays. Leurs familles ne sont pas plus inquiétées que ça. On n'est pas allé leur demander l'argent. On a sorti ces pays des dictatures le plus tard possible. On les a amenés dans l'Europe à coups de subventions, sans les amener progressivement à construire une économie viable. C'est-à-dire qu'on les a subventionnés et ils sortaient quasiment du Moyen-Âge, pour l'Espagne, pour le Portugal, au niveau économique. Donc imaginez que ces pays-là, aujourd'hui, on les montre comme des boucs émissaires. Oui, il faut savoir d'où ils viennent quand même. Donc si on refait exactement la même erreur, ça ne marchera pas. Ça, c'est une vision court-termiste. Voilà. C'est-à-dire quoi ? On va dire à ces pays, voilà, on va vous obliger à réduire vos déficits. Très bien. Alors déjà qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont un système économique qui n'est pas viable dans l'Europe actuelle. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces peuples-là ? Donc, et puis, pour finir sur le projet politique et sur l'idée de république en Europe, il fait son chemin, l'idée de république en Europe. Mais en même temps, une Europe où on a encore une principauté de Monaco, une principauté d'Andorre, un grand-duché de Luxembourg, une monarchie en Espagne, ça pose question, effectivement, quant à qu'est-ce que la République européenne ? Bien. Tout d'abord, merci aux orateurs et pour l'exposé stimulant d'Éric. Je voudrais proposer une réflexion très rapidement sur la notion de socialisme et de parti socialisme. Le socialisme, en fait, c'est ce qui s'oppose au libéralisme, c'est-à-dire c'est un État suffisamment fort qui peut gérer la répartition, entre autres, et faire du social. C'est un petit peu ce que Bourdieu appelle la main gauche de l'État. Le libéralisme, c'est tout le contraire. C'est la réduction de l'État, surtout de sa main gauche, tout ce qui est aide sociale, etc., et l'augmentation de sa main droite, parce que si on supprime les aides, il faut qu'il y ait une répression qui va de pair, en proportion, pour pas que les travailleurs se révoltent et essaient de se défendre. Alors, dire qu'on est socialiste quand on voit le Parti socialiste aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, je ne parle pas seulement du Parti socialiste français, mais je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, et il y a d'autres exemples. On peut s'interroger, avec tout le respect que j'ai pour les militants de la base du Parti socialiste, sur les conséquences que ça peut avoir pour le front de gauche. Je parle là purement sur le plan stratégique du front de gauche. Si les électeurs qui ont voté le PS et qui pensent avoir voté socialiste en ayant voté des gens comme Hollande et Valls, etc., en voyant l'échec auquel ça va nous conduire, la réaction, quelle va être ? Ça va être, on a vu ce que c'était que la droite avec Sarkozy, on a vu ce que c'était que la gauche, qu'est-ce qu'on fait ? Le risque est très grand, vous l'avez bien vu. Donc je pense qu'il faudrait mener une réflexion, et moi je suis pour ma part l'avocat de la suppression du qualificatif de gauche pour le Parti socialiste. Quand on voit ce que fait Valls, pour moi, c'est pas de la gauche. C'est tout le contraire. Et de la même manière, qu'il puisse continuer à s'appeler socialiste, me paraît une aberration sémantique et un scandale. Je voudrais rebondir à la qualité des intervenants, un petit peu ce qui a été dit par rapport à la gauche. Je voudrais rappeler un principe de Condorcet que je n'ai pas connu personnellement, qui disait que malgré une constitution la plus libre, un peuple ignorant était esclave.
une remarque de Hessel qui disait « indignez-vous », qui a bien soigneusement expliqué qu'il fallait lutter contre le fascisme, le nazisme et les totalitarismes, en évitant de parler du mot communisme, qui nous préoccupe quand même, et qui a commis une erreur historique, celle d'enlever, de supprimer la liberté. Je passe. Oui, moi, bon, je suis vraiment très très heureuse de la qualité de toutes nos interventions à tout le monde, aux uns et aux autres. C'est magnifique aujourd'hui cette journée. Mais j'entends depuis quelque temps à la radio, à la télévision, à C'est dans l'air, les fameux économistes là, de C'est dans l'air, toujours les mêmes qu'on nous resserre tous les jours, bon, bref, et de la Commission européenne aussi, que la grande préoccupation serait maintenant, en ce qui concerne la France et l'Europe entière, mais surtout la France, d'augmenter la flexibilité au travail. Et le MEDEF, bien sûr, qui applaudit, et la droite aussi qui revendique ça, augmenter la flexibilité du travail. Il y a pas assez, les patrons ne sont pas assez libres de bazarder les gens quand ils veulent, au jour le jour, etc., de débaucher, de rembaucher, etc. Pourtant, j'entends aussi d'un autre côté qu'il y a des gens, actuellement en France, qui ont des contrats de travail de 2 jours, de 3 jours, des CDD, par-ci par-là, et qui sont bien contents de se les choper pendant 3 ou 4 jours, parce que c'est mieux que rien, etc. Je pense que une grande œuvre de Sarko, etc., de la droite, ça a été de défaire beaucoup de nos acquis sociaux, et que là, ça continue encore, ça va continuer si on laisse courir, hein, c'est qu'il ne va plus y avoir que des CDD, que le CDI, on va l'enterrer. Et ça m'inquiète, moi. Je reprends la parole, c'est parce que c'est par rapport à la nation et au peuple. C'est pas qu'une question de sémantique, je veux dire, j'ai peur parfois qu'on mythifie un peu ces deux termes. D'ailleurs, moi, pour ce qui me concerne, je suis membre du parti de gauche, j'ai l'impression qu'au parti de gauche, on remet cette idée de nation et de république toujours sur la table. C'est-à-dire qu'on essaye de la redéfinir à chaque fois. Et moi, ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est quand comme dit mon camarade, la notion de république, elle est quand même changeante en Europe. Hein. Elle n'est pas la même pour tous. Hein. C'est que ça. Et puis la notion de peuple. La notion de peuple, moi, je reviens parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est quand même qu'on demande un référendum quand même sur le traité européen. C'est pas pour rien. Il me semble quand même que derrière cette attitude-là, c'est pas qu'une posture. C'est l'idée que l'humain d'abord, enfin tous ces trucs-là, c'est au-delà du slogan, quoi. C'est qu'on veut que les gens, tous les gens, s'intéressent, d'abord commencent à savoir ce que c'est ce traité, quel est ce pacte d'austérité qu'on est en train de nous refiler, comment ça... Enfin, bref, quand on parle de référendum, je pense que là, on n'est plus dans la mythification. On est le peuple, le peuple c'est toi, moi et tout. Il faut qu'on en discute, qu'on ait des débats. Donc ça, pour moi, ça me paraît important. Enfin, je finis sur la notion de nation. Je ne vais pas répéter, la droite libérale essaye de pérenniser son système. Alors si elle peut nous mettre 2 ou 3 couches de plus et nous enfoncer un peu plus, effectivement nous foutre, faire imposer les retraités, etc. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est nos camarades socialistes qui ont commencé à mettre ça sur la table. Enfin bref, nous en remettre un peu plus, qu'on travaille plus, des trucs de sécurité d'ailleurs. Vous avez vu que dans le métro et dans les chemins de fer, on ne remet pas en cause la cote de sécurité, à savoir, etc. Bon. Moi, cette idée de nation, franchement, on n'est pas beaucoup à la partager. Regardez l'oligarchie financière, elle s'en tamponne, mais avec une force. Elle n'en a rien à foutre. Elle est internationale. Le capitalisme est international. Juste dire quelques mots avant de passer la parole à Eric pour répondre aux différentes questions et conclure nos débats. Moi, je pense qu'il y a, comment dire, l'analyse du traité, c'est pas simplement une analyse d'un texte, même si on part de là et que, bon, je vous conseille le dernier numéro l'avant-dernier numéro de À Gauche qui détaille le traité et qui est très utile, très pédagogique. Moi, je l'ai utilisé auprès de gens qui sont pas nécessairement des gens de gauche, mais qui s'interrogent sur ce traité
Et vraiment, ça leur a beaucoup interrogé parce qu'il y a des citations, il y a des faits, etc. C'est qu'en fait, ce traité se situe dans un cadre qui est une offensive. Et comme l'a très bien expliqué Mélenchon fin août, la question, c'est la question du rapport de force. Du rapport de force qu'il y a entre le capital et le travail. Et qu'il faut arrêter de... Il faut appeler un chat, il faut arrêter d'hésiter. Et ce rapport de force, il est fondamental. Parce que ce qui s'est produit en 2008, c'est une crise du capitalisme privé, financier, gigantesque, qui en 2009 a été compensée par une relance monétaire massive à l'échelle mondiale, et on avait reporté le poids sur les États pour qu'ils reprennent leur spéculation financière tout à leur aise, à partir de 2010. Et donc à ce moment-là est arrivée une crise des dettes de l'État, mais dont l'origine est la crise du capitalisme financier qui accumulait un pôle des profits en réduisant les capacités d'achat du reste de la société, donc ça ne pouvait déboucher que sur une incapacité à un moment donné de continuer le crédit à l'infini pour faire acheter à des gens qui avaient des revenus qui finissaient de plus en plus. Donc il y a eu un écroulement de la montagne de crédit. Donc on se trouve aujourd'hui dans une situation assez extraordinaire, c'est que le capitalisme décide d'utiliser la crise des dettes souveraines, les dettes des États, pour essayer de redéfinir un capitalisme ultralibéral, réassuré, réimplanté. Et ça, c'est une offensive qui a lieu sous des formes différentes dans les différents continents. Parce que chez nous, on utilise le système de l'euro et de l'Europe pour faire passer cette offensive. Ailleurs, on utilise autre chose. Et c'est pour ça que la question que tu as posée sur le CDI et le marché du travail est essentielle. Parce que c'est quelque chose qui est en sourdine actuelle. Et c'est ce qui sera immédiatement négocié, entre guillemets, à négocier, à la suite du vote du traité, au mois d'octobre. C'est ce qu'ils appellent la réforme du marché du travail. Parce que l'objectif, c'est de modifier le rapport de force au bénéfice du capital et au détriment du travail. Et d'ailleurs, il s'est produit, il y a des données très intéressantes, elles ont été produites sur la Grèce la semaine dernière, la semaine d'avant sur l'Espagne et le Portugal, le taux de salaire horaire baisse. Ben, c'est normal. Vous avez une politique d'austérité qui fait que la dépense publique s'écroule, comme la dépense privée s'écroule aussi, eh bien le chômage monte. Et le chômage en montant, il a un effet. Il fait baisser la capacité des salariés à défendre la valeur de leur force de travail sur le marché du travail. Et donc on a une baisse générale finalement de la valeur du travail dans ces pays. Et quand vous regardez, parce qu'alors ils ne sont pas obligés de le dire comme ça, ils parlent de flexibilité, etc., etc. Ils disent, la réforme essentielle, c'est la réforme du marché du travail. Et c'est ça qui a été dit au sommet du MEDEF, à l'université d'été du MEDEF, où il y avait eu tant de ministres qui sont venus leur lécher les bottes. Hein. Et l'objectif, c'est celui-là. Donc, dans la mobilisation pour le 30 septembre, dans la mobilisation contre le traité, dans les débats que nous menons, certes, je ne sais pas si le 3 octobre, il y a de fortes chances que le 3 octobre, la majorité des députés votent oui. Mais nous, on aura construit une force qui est décisive, qui s'appuie sur les 4 millions de voix de Mélenchon, et la moitié des voix de Hollande qui ont déclaré qu'elles auraient été prêtes à voter Mélenchon s'ils n'avaient pas eu peur que la droite passe. Cette force, elle est dans ce pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été cet été un peu sonnés par la situation. Et bien moi je vous le dis, ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de faire attention, de remarquer.